bonsoir à tous. Ceux qui sont allergiques aux chiffres peuvent se gratter le cerveau. Rien que le frontispice fait peur, mais l'auteur est un fin pédagogue. Il ressuscite la pensée d'un philosophe et mathématicien allemand, Gottlob Frege. Projet himalayesque de défier le langage universel, de nier la grammaire ou encore les représentations, mais il est comme Icare, illusion frégéenne. Logique, langage et pensée, ouvrage écrit par Dr Adiba, que nous avons le plaisir d'accueillir dans l'émission Belle Ligne. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. C'est un plaisir de vous lire. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et chef du département de philosophie de la FASTEF. Ai-je raison? C'est pour faire peur de faire cela? Non, je trouve que les dessins sont très jolis. Et c'est très intéressant parce que Frege avait créé ça en disant qu'il allait spatialiser le langage et qu'on verrait en fait si on a tort et si on a raison. Malheureusement, les gens, quand ils voient ça, ils sont repoussés en fait. Donc, peut-être c'est le dessin et les lecteurs et les littéraires comme nous, quand on voit ça, on pense que c'est de la mathématique. Mais pourquoi pas? Et pourquoi Frege? Pourquoi ce philosophe allemand-là? En fait, le livre porte sur quelque chose que Frege a voulu faire, mais qui remonte au moins à Leibniz. L'idée étant qu'il faut formaliser le langage de sorte qu'on ne puisse plus avoir de dispute. À chaque fois qu'on est en contradiction, on pourrait savoir qui est-ce qui a raison et qui est-ce qui a tort. Donc Frege, en tant que mathématicien, a commencé à réfléchir sur les mathématiques. Il s'est dit, OK, les mathématiques ne marchent pas. Il y avait la crise des fondements. Et puis après, il se dit, en fait, le problème, c'est le langage. Il faut qu'on ait un langage parfait et que le langage soit tel qu'il soit un calcul. Et il essaie de faire ça. Ça ne marche toujours pas. Donc, il y a une postérité frégéenne. Je montre dans le livre pourquoi ça n'a pas marché. Mais en fait, que ça n'ait pas marché, c'est ce qui a donné, par exemple, les ordinateurs. Donc, c'est, comment dire, une erreur féconde, on peut dire. Donc, c'est pour ça que cet auteur est extrêmement important. Et les travaux subséquents qui ont été faits par lui ont donné l'informatique, les choses comme ChatGPT, etc. On peut dire que c'est des lointains descendants de quelque chose qu'il a fait au 19e siècle. Et je retrace ce travail-là. Et le titre, c'est un livre d'énonciation anticipée. Il y a un mot, illusion. C'est illusoire, ce projet-là? Oui, en fait, le projet était tellement grandiose qu'il ne peut être qu'une illusion. Et surtout, Frege, à un moment, avait vraiment pensé avoir réalisé ce projet-là. Avoir un langage parfait qui permet que le langage, les discussions, les disputes deviennent des calculs et qu'on n'ait plus, en fait, de désaccords substantiels. Au début du XXe siècle, les gens étaient très, très optimistes. Et il faut se rappeler que ça arrive à un moment où on a beaucoup de nationalisme et les philosophes se disent qu'il faut trouver le moyen pour que les gens puissent discuter et ne pas s'insulter, se jeter des anathèmes à la tête, etc. Je pense que ça rappelle beaucoup ce qui se passe actuellement dans notre pays. Au-delà de cette quête de l'idéal, cette inlassable quête de l'idéal, de la vérité, est-ce qu'on peut noter un peu ce rêve ou ce vœu pieux qu'a le scientifique dans cette quête du réel? Saisir le réel à tout prix, est-ce que c'est cela, au-delà de tout? Oui, oui, oui. Et surtout le mathématicien. Vous savez, les mathématiciens, il y a un mathématicien, Hilbert, qui à un moment se dit, OK, la physique est trop désordonnée. Je vais venir et je vais organiser la physique. Et il était persuadé qu'avec un peu de mathématiques, avec un bon système mathématique, il pouvait organiser toute la physique. Les mathématiciens ont cette arrogance intellectuelle-là où ils pensent que quand quelque chose est désordonné, il suffit d'envoyer un mathématicien qui regarde ce qui se passe et qui règle les problèmes. Et en fait, Frege, c'était ça. Mais en fait, il est venu à un moment où les mathématiques elles-mêmes étaient en crise et il s'est dit, OK, je règle ce problème-là. Les mathématiques sont en crise, maintenant, il faut qu'on règle le problème des mathématiques. Comment le faire? Par la logique. Et il se rend compte que pour faire de la bonne logique, il faut transformer le langage naturel. Et il se dit, mais qu'à cela ne tienne, on va transformer le langage naturel. Les gens vont trouver des algorithmes pour traduire ce qu'ils disent en langue naturelle dans un langage formel. On va calculer ce langage formel-là et on saura qui a raison et qui a tort. Donc c'était ça son projet
qu'il a occupé jusqu'à la fin de sa vie. Malheureusement, à la fin de sa vie, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et en fait, les gens ont quand même continué à travailler sur ça. Ça a été effectivement une illusion, mais ça a été une illusion extrêmement féconde, comme je l'ai dit. Oui, parlons du langage qui était dans son laboratoire de pensée et d'analyse. Peut-on ordonner, organiser, rationaliser le langage? On peut le faire, mais on va ordonner un langage qui n'est pas utilisé. Il y a le langage, il y a les langues. Oui. Et en fait, nos langues sont faites d'affect. Nos langues sont faites d'affect. Nos langues sont faites de souvenirs, sont faites d'allusions, etc. On peut parfaitement ordonner les choses et dire les choses de la manière la plus transparente possible. Mais en fait, si on essaie de faire ça, on ne pourra plus avoir de conversation. Parce que pour qu'il y ait une conversation, il faut qu'il y ait de l'implicite. Et Frege, son obsession, c'était de sortir l'implicite pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Mais on ne peut jamais totalement sortir l'implicite. C'est ce que montrera plus tard quelqu'un comme Donnellan, qui montrera qu'une même phrase, en fait, selon le contexte, va être comprise d'une manière totalement différente et que ça va avoir une rétroaction sur le formalisme logique lui-même. Et peut-être même Austin, avec cette belle critique, on pense aux mots, mais on oublie les locuteurs. Ce sont des hommes d'abord, le langage. Vous parlez un peu de l'affect. Il y a ce besoin de conversation, d'humanisme, d'humanité, au-delà du tout. Oui, oui, oui. En fait, si vous voulez comparer Austin et le programme frégéen, en gros, le programme frégéen, c'était que le langage sert à dire la vérité. Le programme de Austin, c'est de montrer que le langage sert à faire des choses. Par exemple, quand vous allez, je ne sais pas, je suppose qu'en bon sénégalais, quand vous allez voir vos parents, par exemple, et que vous voyagez, votre père prie pour vous. Oui. D'accord. Et en fait, la seule chose qui constitue cette prière-là, c'est le fait que votre père, qui a l'autorité, etc., fait ça et prononce un certain nombre de mots. Donc, et c'est ça la prière, il n'y a pas autre chose. Donc, du coup, Austin vous dira que le langage, en fait, il est constitutif d'un monde. Alors que Frege pensait, et Frege, Russell, Wittgenstein, le premier Wittgenstein, et beaucoup d'autres philosophes pensaient que le langage, en fait, ça servait à exprimer un monde. Et du coup, quand on avait la bonne expression, on avait la bonne description du monde. Alors que là, quand vous dites que le langage crée un monde, ça veut dire qu'à chaque fois que nous parlons, nous créons un nouveau monde. Oui. Et parlons des montagnes que Frege voulait soulever. La grammaire, par exemple, pourquoi est-elle un obstacle? La grammaire est un obstacle parce que si je prends... elle n'est pas régulière, mettons. Je vous dis, Moussa mange et boit. Moussa mange et Moussa boit. Ouais. Vous comprenez qu'une personne, Moussa, mange et boit. Quand je vous dis une personne mange, une personne boit, vous comprenez qu'une personne mange, une autre personne boit. Possiblement la même personne, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Vous voyez? Donc, quand vous voyez la structure grammaticale de la phrase, c'est sujet, verbe. D'accord? Une personne mange. Moussa mange. C'est exactement la même structure. Dans un cas, vous considérez que vous pouvez, comme diraient les mathématiciens, désolé, factoriser Moussa et ajouter manger, boire. Dans un autre cas, vous considérez que vous ne pouvez absolument pas factoriser. Vous devez dire une personne mange et une personne boit. Ça pourrait être la même personne, oui. Ça pourrait ne pas être la même personne. Mais quand je dis Moussa mange et Moussa boit, dans ce cas, c'est Moussa, la même personne qui mange et qui boit. Si nous sommes tellement habitués à ça que nous ne le voyons pas. Par exemple, avec les ordinateurs, quand vous programmez un ordinateur, vous devez comprendre ce qu'il va factoriser et ce qu'il ne va pas factoriser. Et donc, si vous lui donnez une grammaire du langage naturel et vous devez lui dire que dans les termes généraux, vous ne pouvez pas factoriser, par exemple. Ça, vous devez l'encoder explicitement. Alors que nous deux, quand on parle, vous le faites automatiquement. Donc, c'est ça le problème qui se pose ici. Quand on dit, par exemple, A égale à B, ce n'est pas Paul égale à Paul? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Ouais. Est-ce que c'est le prolongement d'un duel que l'on voit aujourd'hui entre l'homme et la machine, par exemple? Bizarrement, ce n'est pas le prolongement d'un duel entre l'homme et la machine, c'est ce qui va créer la machine pensante.
Comme l'intelligence artificielle. C'est ce qui va créer l'intelligence artificielle. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, parce que le travail de Frege, mettons, le travail de Frege, continuer et en fait critiquer, ça va donner quelqu'un dont j'ai parlé dans le livre qui est Montague, qui va créer la sémantique formelle, qui dit qu'on peut formaliser les langues naturelles. C'est juste que Frege ne l'a pas bien fait. Vous voyez? Et ça, en fait, ça fait la grammaire de Montague déjà, c'est quelque chose qui va créer les premières machines sémantiques. Vous voyez? Les premières machines traductrices, etc., etc. Ça a été fait avec la grammaire de Montague dont je parle dans ce livre. Après, ce qui va se passer, c'est que avec le connexionnisme, c'est vraiment une autre école pour le coup, on va trouver de meilleures manières de faire ça qui approximent, en fait, qui imitent ce que l'homme fait dans son cerveau. Mais en fait, tous ces travaux-là, ça vient du travail séminal de Frege. C'est pour ça que ce livre-là, en fait, est important parce qu'il montre comment le monde dans lequel nous sommes a été créé. Et peut-être ces limites sont une aubaine, non pas pour la science, mais pour l'humanité. On a vu des machines, on a vu l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est ça le grand obstacle? Cet idéal-là qu'on ne peut pas atteindre, c'est une répétition, c'est l'affect. C'est comme les machines, c'est comme l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a cette absence d'affect-là qui serait naturelle et que la science ne peut pas régler? En fait, depuis quelques années, j'évite de dire que la science ne va pas. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Vers les années 2002-2003, j'étais au LIMSI, qui est un laboratoire d'informatique. Donc, quand je suis allé en France, je travaillais dans un labo d'informatique. Et on faisait du traitement automatique des langues naturelles. Et il y avait beaucoup de choses qui, pour moi, étaient impossibles. Vous voyez, c'était juste impossible. Et j'avais appris, en gros, beaucoup des algorithmes qui ont été utilisés pour créer l'intelligence artificielle, le calcul des trucs comme ChatGPT. Mais ces algorithmes-là, en fait, on n'avait pas encore la puissance de calcul. Ces algorithmes, plus un changement de paradigme, plus la puissance de calcul, le fait qu'il y ait des réseaux sociaux et tout ça, ça a fait qu'on a des machines qui semblent nous parler. Par exemple, vous posez une question à ChatGPT, elle vous répond. Vous posez une question à GPT, à Gemini, Gemini vous répond. Vous mettez un texte dans DeepL, vous avez une très bonne traduction en anglais ou en espagnol ou dans une autre langue. Et ça, c'était impossible vers les années jusqu'en 2007-2008, quand je suivais vraiment les choses, que je bossais dessus. C'était juste impossible. Et puis, ça a explosé. Là, en fait, il y a des choses très intéressantes. Par exemple, sur quelque chose qu'on appelle les implicatures, on se rend compte que le fait que l'enfant fasse des erreurs quand il apprend le langage, ça lui permet après d'avoir une analyse sophistiquée du langage quand il ne faut pas faire d'inférence logique. Et étant donné que les machines ont été éduquées avec des textes déjà finis, où il n'y a pas d'erreur, en fait, ces machines-là, quand il faut rattraper quelque chose, n'arrivent pas à le faire. Il y a un article très intéressant qui montre ça. Mais en fait, dès que l'article montre ça, il suffit juste maintenant de changer un peu ce qu'on donne aux machines, la base d'apprentissage de la machine, pour améliorer ça. Donc du coup, on fait quand même des progrès extrêmes et je ne sais pas jusqu'à quel point la machine va nous rattraper. Et j'évite en fait de me prononcer maintenant. Mais il y a des sceptiques, forcément. Oui. Beaucoup de penseurs sont allergiques au changement. J'en fais partie. L'homme fait la machine, mais la machine peut-elle faire l'homme? Peut-elle remplacer l'homme? Surtout dans le domaine de la pensée, dans le domaine de la physique, etc., de tout ce qui est comme forces et faiblesses, c'est possible. Mais dans le domaine de la pensée, par exemple, est-ce possible, avec ce travail qu'a lancé Frege, un échec, mais qui peut être plus tard une réussite, peut-être? La question vraiment qui se pose maintenant, c'est est-ce que les machines vont avoir des affects? Oui. Vous vous souvenez, il y a eu quelqu'un, c'est Hinton, qui est l'un des pères des progrès actuels et qui travaille pour Google, a démissionné de Google en disant, et en gros la presse a dit, ouais, bon, il est effrayé par les dangers de l'intelligence artificielle, c'est pour ça qu'il a démissionné. Et en fait,
L'une des choses, quand on a mené l'enquête, qui ont fait qu'il a démissionné, c'est que un des principes, c'était que la machine ne pouvait pas se corriger elle-même, ne devait pas se corriger elle-même. Il fallait toujours qu'un humain corrige le code de la machine. Parce que si la machine se corrige elle-même, à un moment, elle peut prendre des décisions elle-même. Oui. Vous voyez, en fait, apparemment, ce qui a vraiment déclenché sa peur, c'est que Google a autorisé, on a autorisé une machine à se corriger elle-même. Vous voyez, si les machines se mettent à se corriger elles-mêmes, ça veut dire qu'on ne va pas comprendre ce qu'il y a dans la tête de la machine. Et c'est ça qui, en fait, ce qui fait l'humanité, deux choses qui font l'humanité pour moi. D'une part, il y a les affects, le fait que nous sommes capables de créer une interconnexion juste en étant ensemble. Et deuxième chose, il y a le fait qu'il y a une relative opacité de ce que l'un et l'autre pensent. Je peux essayer de deviner ce que vous pensez, mais je n'y arrive pas nécessairement. Vous voyez. Et en fait, si on a des machines maintenant qui prennent des décisions, c'est-à-dire qui peuvent corriger leur propre code, ça veut dire qu'on aura des machines qui vont avoir des pensées autonomes. Si on a des machines qui ont des pensées autonomes, je pense qu'on a un vrai problème. Autrement dit, Frankenstein est toujours vivant, quoi. Oui, je pense que l'humanité est toujours au bord de ça. Mais on verra ce que ça va donner. Et il y a une dimension dans ce livre qui va plaire forcément aux linguistes, c'est cette différence entre le sens et la dénotation. Frege également s'attaque aux représentations. Cette dialectique-là entre sens et dénotation, est-ce un réel problème pour la science, par exemple? Le sens qui serait objectif et la représentation et dénotation qui serait peut-être subjective. Oui, on a le sens, la dénotation et peut-être même la connotation, qui est encore plus subjective. Et l'illusion de Frege, l'une des illusions de Frege, c'était que la dénotation, on peut la fixer et l'objectiver. Vous voyez. Et en fait, trouver des algorithmes pour faire des associations entre le sens et la dénotation, faire nos calculs, etc. Et il avait une réflexion sur les connotations, ce qu'il appelle la couleur de la langue. Et en gros, Frege disait que la connotation n'est pas très importante. Dans les rapports humains, la connotation est la chose la plus importante qui soit. Si je vous dis Pape Alioune Sarr est un sérère, je peux dire ça de plusieurs manières. Si vous faites quelque chose d'extrêmement... vous avez remporté un prix la dernière fois, si je dis mais Pape Alioune Sarr est un sérère, ça veut dire mais c'est normal qu'il remporte ce prix, il est sérère. Et si vous remportez ce prix et que je dise Pape Alioune Sarr est un sérère, là, en fait, je suis en train de dire, mais comment un sérère peut remporter ce prix-là? Vous voyez, c'est la même phrase. Pour Frege, c'est exactement la même phrase. Il dit que ça, il faut neutraliser ça, c'est pas très grave, etc. Mais en fait, c'est l'essence du langage. Et c'est ce que des gens comme Grice vont montrer. Donc, et l'essence du monde. Ce qui fait l'humanité. Effectivement, oui, ce qui fait l'humanité. Et en fait, la question vraiment cruciale que vous pointez ici, c'est est-ce qu'un jour, les machines pourront avoir une telle subtilité dans l'utilisation du langage? On ne le sait pas. La réponse honnête, c'est de dire qu'on ne le sait pas. La réponse optimiste, c'est de dire que non. La réponse pessimiste, c'est de dire que oui. Donc, oui, il y a une dialectique entre la pensée et la science, telle que développée par Frege. Les représentations enrichissent la pensée. Les littéraires aiment les représentations. Les poètes, par exemple, aiment les représentations, les images, etc., les couleurs. Mais peut-être le scientifique aime le réel. Il n'aime pas tout simplement cette fioriture-là qui serait un obstacle pour créer quelque chose. Oui, justement, c'est très intéressant également parce que personnellement, je suis persuadé que tout ce que nous faisons en logique est très limité par rapport à ce que le poète peut exprimer du monde. Donc, par exemple, si vous prenez le deuil, je peux demander à ChatGPT de me dire ce qu'est le deuil, par exemple.
Et il va aller regarder les études de psychologie, ce que les poètes en ont dit, etc., etc. Et il va me dire, le deuil, c'est ça. Quand les humains perdent quelqu'un, ils ont une période de douleur et durant cette période-là, ils suivent telle et telle étape, ils arrivent au bout de tant de temps, ça s'arrête, etc., etc. Quand vous perdez votre mère ou quand vous perdez votre enfant, le fait de savoir que le deuil a 5 étapes et qu'à la fin vous allez accepter, ça ne vous aide pas. Par contre, lire de la poésie, par exemple, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Sailor Boy, un recueil de poèmes qui s'appelle Jeune navigateur ou quelque chose comme ça en français. Et en fait, c'est un recueil de poèmes écrit par quelqu'un qui avait perdu son fils, donc son très jeune fils. En fait, aucun de nous ne souhaite perdre son fils. Mais lire, par exemple, ce recueil de poèmes-là, ça te permet de comprendre ce que peut éprouver... La pédagogie, par exemple. Par l'exemple. En fait, la poésie arrive à saisir des choses que le langage formel n'arrive pas à saisir. Et pour revenir aux représentations, par exemple, la manière dont Frege analyser les représentations, et bien sûr, était très pauvre parce que c'est une manière de mathématicien. Et tout ce qu'il ne voyait pas, c'était tout ce qui va au-delà de cette manière mathématique de représenter en fait le monde-là. C'est ce que aussi disent les soufis quand ils vous disent que Dieu ne s'explique pas, il se goûte par exemple. Quand Razali dit que Dieu se goûte, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a une qualité de la connaissance qui va au-delà de la connaissance, simple connaissance intellectuelle. Et en fait, cette connaissance-là, elle est vraiment phénoménale. Maintenant, la connaissance logique, la logique par exemple, l'analyse, nous permet de faire beaucoup de choses. Ça nous a donné les ordinateurs, etc. Et ça permet à des gens comme vous d'écrire de la poésie. Ça nous a donné également des bombes. J'ai regardé un film extrêmement important d'Oppenheimer, peut-être vous l'avez suivi, quand il a créé la bombe en pensant sur la logique, à la science, aux mathématiques, à la physique, etc. Mais quand la bombe a éclaté pour la première fois, je n'oublie pas cette expression de celui qui incarne Oppenheimer. Il a dit « Je suis la mort ». Et après la science, place à l'intuition, place au ressenti. Faut-il un bon ménage ou faut-il laisser aux scientifiques le chemin, à l'humanité la sienne? Oui, le film est absolument génial aussi en ce sens parce que quand le passage que vous citez, en fait, c'est un passage dans lequel il fait référence à peut-être l'un des plus vieux textes écrits de l'humanité qui vient d'Inde. Oui. Et en fait, il y a des hindous qui ont été choqués en disant pourquoi il va associer notre religion à une horreur pareille. Vous voyez, mais en fait, ça a plusieurs couches pour moi parce que tu as le fait que c'est la rationalité extrême qui a fait qu'il a créé cette bombe-là. Tu as le fait qu'on peut arguer que cette bombe-là, en fait, certes, a été créée par la science la plus rationnelle, mais partait, en fait, d'un besoin de sauver la civilisation humaine face à la barbarie nazie. Donc, un acte barbare pour sauver l'humanité d'une barbarie encore plus grande. Troisième niveau de lecture pour moi, le fait que cet homme qui a fait ça, par exemple, les raisons, il y a eu beaucoup de scientifiques qui ne voulaient pas faire ça, qui ne voulaient pas créer la bombe. Il a fait des arbitrages et les affects ont joué un rôle énorme dans ces arbitrages-là. Il y a juste la quête de gloire de l'humain qui dit il faut que je sois la personne qui dirige ça. Parce que c'est important pour mon pays, c'est important pour cette guerre-là, etc., etc. Le père. Le père. On a beaucoup de raisons de faire ça. Et aussi, il y a le fait que cet homme ambitieux, scientifique, etc., quand ça arrive à ce moment-là, réfère à un des les plus vieux textes de l'humanité écrits par des gens qui, bien sûr, n'avaient aucune idée de ce qu'il était en train de faire. Soit dit en passant, ce vieux texte de l'humanité est l'un des premiers textes aussi de logique. Donc, on revient à ce qui est dans le livre. Comme la logique est dans tout. On va finir, parce que le temps est notre principal
ennemis sur la quête de la vérité également, avec cette partie-là que vous réservez à Trotsky. C'est extrêmement important, cette partie. Qu'est-ce que la vérité? Mais immense interrogation comme un océan. Immense, et le problème avec la vérité, Descartes le disait déjà, si vous vous souvenez, Descartes disait que de toute manière, je n'ai pas besoin de définir la vérité, tout le monde sait ce qu'est la vérité, ce qui est bien. Mais le problème, c'est qu'il arrive un moment où dans votre formalisme même, vous avez besoin de dire ce qu'est la vérité et ce qui n'est pas la vérité. Donc, et ça, en fait, Tarski a été le premier à proposer une bonne définition de la vérité, qui dit qu'en fait, la vérité est la vérité dans un contexte donné. Oui. Donc, il essaie de créer un niveau méta dans lequel il définit un concept de vérité, et en fait, le niveau du langage lui-même devient un niveau de démonstration, où quand on arrive à une expression bien formée, on arrive à une expression qui est vraie. Et donc, c'est monter d'un niveau qui lui permet de dire ce qu'est la vérité au niveau inférieur. Autrement dit, elle est circonstancielle, la vérité. Ce n'est pas toutes les vérités, c'est la vérité d'un contexte, dans un contexte, dans un modèle, dans une époque, etc. Et les scientifiques en savent quelque chose. Oh, les scientifiques ont été... Cette histoire de crise des fondements a rendu les mathématiciens très modestes, parce qu'ils avaient l'illusion qu'ils pouvaient venir dans les disciplines et régler les problèmes. Avec la crise des fondements, ils se sont retrouvés avec leurs propres problèmes qu'ils n'arrivaient pas à gérer, et certains se sont retrouvés à faire de la philosophie. Certains ont démissionné en disant que j'arrête cette histoire-là parce que si les mathématiques ne servent pas Dieu, elles servent le diable. Il y a eu un moment très dramatique en fait. Et les philosophes plus sûrs d'eux-mêmes. Oh, les philosophes sont très... dans l'incertitude, les philosophes sont très contents. Oui. Donc, nous, on n'a aucun problème à entretenir des idées contradictoires, etc. Donc, la crise des fondements, justement, ça a été un moment où des philosophes sont venus et ont dit aux mathématiciens, « Ok, maintenant, vous avez montré les limites de votre arrogance, maintenant, nous, on va venir vous aider. » Il y a une chose qui est très intéressante, dont je ne parle pas dans le livre, c'est que l'article fondateur de l'informatique, en fait, qui est l'article de Alan Turing, a été publié dans un journal qui s'appelle Mind et qui existe toujours, qui est un journal de philosophie. Donc, beaucoup des articles dont je parle ici ont été écrits dans Mind. Et l'article de Alan Turing, qui a été fondateur de l'informatique, cet article également a été publié dans Mind. Parce que à ce moment-là, le problème devient philosophique et c'est là-bas qu'il faut le publier. Et merci beaucoup pour la pédagogie et merci beaucoup pour cet ouvrage, Dr Adiba. Merci, c'était un honneur d'être ici et un plaisir. Un plaisir partagé, illusion frégéenne, logique, langage et pensée. Lisez l'ouvrage, vous aurez des cernes, mais forcément. Mais c'est un ouvrage dédié aux étudiants d'abord ou à tout le monde, c'est ça? Il y a une cible ou pas? C'est un ouvrage que j'ai écrit pour tout le monde, mais particulièrement pour mes étudiants. Particulièrement pour mes étudiants, parce que je pense que la partie à la fin, c'est une partie qu'ils n'apprennent pas et dont ils ont besoin. Et des remerciements également vont à l'endroit des étudiants de la FASTEF, de l'Université Cheikh Anta Diop, mais également de la FASTEF, forcément, quand on voit un peu cette vérité circonstanciée à la FASTEF. Merci beaucoup d'être là. Merci à la noblesse anodine, ouvrage disponible aux presses universitaires de Dakar. Merci également pour la collaboration, docteur Pape Moussa Diop. Rendez-vous pour un autre espace. Merci à la noblesse anodine pour la réalisation de cette émission. Un autre espace, c'est la semaine prochaine pour la lecture de livres et l'écriture sur ITV.